c'est l'un des auteurs les plus lus en France. Ses livres s'écoulent à des centaines de milliers d'exemplaires et pour certains ont même été adaptés sur le petit écran. Il est sur le plateau de KTO pour nous parler de son dernier livre, mais aussi de sa carrière, de ses rêves et de ses blessures. Car ce qui nous paraît intéressant chez lui, c'est sa quête d'essentiel, sa réflexion à la fois sur le sens de la mémoire et sur le sens de la vie en général. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Signol. Bonsoir Christian Signol. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Vous venez de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé « Même les arbres s'en souviennent ». C'est votre 40e livre ? Oui, c'est le 40e livre. C'est un chiffre rond. Oui, vous arrivez à réaliser que vous avez déjà écrit 40 livres ? Non, pas du tout. Mais ça a été un long chemin quand même, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés au début à faire publier des livres quand je vivais loin de Paris, loin des grandes métropoles. Et ça a été un chemin qui a duré 10-12 ans avant que je réussisse à faire publier un livre. Mais je suis passé, quand j'ai mis les pieds chez Robert Laffont en 1984, de 1000 exemplaires à 100 000 en 3 mois. Oui, c'est impressionnant avec les cailloux bleus, c'est ça, c'était votre premier livre. Et alors, puisque vous parlez de votre biographie, si j'ose dire, effectivement, vous n'avez pas toujours été écrivain. Vous êtes marié en 1970, vous avez déménagé avec votre famille à Brive-la-Gaillarde, donc effectivement un peu loin de la métropole, un peu loin de là où ça se joue, on pourrait le dire clairement. Et puis, vous étiez rédacteur administratif et responsable par la suite d'un service de contentieux, c'est ça ? Oui, parce que j'avais passé un concours pour trouver un travail, parce qu'il fallait que je nourrisse ma famille, tout simplement. Hein. Vous avez 4 enfants ? 4 enfants, voilà. Mais c'était une fonction, enfin un travail alimentaire, hein, parce que je savais depuis le début, c'est-à-dire depuis que j'étais enfant ou adolescent, que je voulais écrire des livres. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la littérature ? C'est une passion qui vient de très loin, il vient de l'école primaire, vous voyez, ça vient du village où je suis né, c'est-à-dire que dans le Quercy, dans cette petite école, au fond de la classe, il y avait une petite bibliothèque de 3 étagères, et dans cette petite bibliothèque, il y avait toute la poésie de Victor Hugo. Et je me souviens, je suis persuadé d'avoir lu toute la poésie de Victor Hugo entre l'âge de 9 ans et l'âge de 12 ans. Et ça a été déterminant dans mon désir dans mon amour des livres et mon désir d'écrire. Alors, votre désir d'écrire, effectivement, s'est manifesté au fil des ans, puisque vous en êtes à votre 40e ouvrage. Et dans ce dernier livre dont on va parler un petit peu aujourd'hui, donc qui s'intitule, je le rappelle, « Même les arbres s'en souviennent », c'est l'histoire d'un jeune homme, trentenaire, Lucas, de son prénom, qui rend régulièrement visite à son arrière-grand-père, Émilien, absolument. Et si Lucas aime lui rendre visite, c'est parce qu'il n'en peut plus de la grande ville, de cet environnement urbain, et qu'en plus parce que cet homme, son arrière-grand-père, vit tout près du hameau où il a grandi. Et ce qui est intéressant dans votre œuvre, c'est finalement toujours cet éternel retour aux sources, ce besoin de verdure. Oui, parce que Lucas, en fait, mène une vie c'est difficile à Paris, parce où il a créé une start-up, mais il n'est pas du tout satisfait de la vie qu'il mène, et il est à la recherche, au contraire, des vraies valeurs, c'est-à-dire des vraies richesses, aurait dit Jean Giono à l'époque. Et c'est pour cette raison qu'il se rapproche de son arrière-grand-père, qui s'appelle Émilien, pour essayer justement de refaire ce chemin vers l'origine de la famille et les valeurs qui ont été perdues au cours des années. Et pour faire ce chemin, il va demander à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie. Pourquoi la transmission entre générations est quelque chose qui est si important pour vous ? C'est fondamental parce que il est important que les gens sachent d'où ils viennent. L'origine des familles, souvent, est un peu compliquée, mais le chemin qu'ont mené ces familles-là au cours du XXe siècle a été un chemin si difficile pour ces familles qui, comme la mienne, sont passées en un siècle, finalement, de la basse paysannerie à l'université. Ça a été un long chemin. Et il est important que les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, sachent que ce chemin a été difficile et comment les difficultés ont été vaincues. Alors pour illustrer ce que vous venez de dire, il y a une phrase dans votre livre que j'ai bien aimée qui résume bien le propos que vous venez de tenir. Vous écrivez « Pour pousser haut, les hommes, comme les arbres, ont besoin de racines profondes et vigoureuses ». Qu'est-ce que vous entendez par « pousser haut » ? Pousser haut, ça veut dire pousser et grandir intellectuellement. Il faut que l'esprit grandisse. Je crois que la vie humaine est un processus d'augmentation de l'esprit, tout simplement. Et donc pousser haut, pour moi, c'est, encore une fois, acquérir une dimension supplémentaire dans l'esprit, la réflexion et l'intelligence.
Quand vous parlez de dimension supplémentaire, c'est une dimension spirituelle ? Oui. Tout à fait, une dimension spirituelle. C'est pour ça que Lucas recherche les vraies valeurs, parce qu'il a bien conscience que la vie qu'il mène dans cette grande métropole, où il vend des produits pharmaceutiques qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas de raison d'exister, alors que les produits qui devraient exister, au contraire, pour soigner les populations en difficulté en Afrique, ne sont pas produits, il se rend bien compte qu'il y a là un problème, et qu'il a fait fausse route, et que toute sa vie a été un échec. Voilà pourquoi il se rapproche de ce grand-père qui, lui, a vécu sur d'autres valeurs. On a le sentiment que dans cette quête spirituelle que vous évoquez, dans cette recherche de sens, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, de sens, que le silence est nécessaire. Il y a quelque part un hommage au silence. Je cite un autre passage. Je ne l'ai jamais confié à personne. Je savais déjà à 6 ans que le silence peut préserver des plus graves blessures, ou du moins les atténuer quelque peu. Mais au-delà du fait de préserver des blessures, on a le sentiment que ce silence, cette introspection est quelque chose d'important. Vous êtes plutôt, vous, de ces personnes silencieuses ? Oui, je parle difficilement. J'ai un refuge, une maison à la campagne où je vais assez souvent. Ça me permet de faire le point et de réfléchir sur le monde qui va et sur les difficultés de la vie contemporaine. Ça me permet aussi d'y voir clair. Et comme disait Jim Harrison, le grand écrivain américain, ça me permet de refroidir quand je sors des grandes métropoles et que je reviens à ma campagne. C'est un sentiment de refroidir après quelque chose de trop brûlant, de trop épidermique. Exactement, c'est exactement ça. J'ai besoin de faire le point. Alors, faire le point, chez vous, ça se manifeste comment ? Est-ce que c'est le fait d'être seul, d'être en famille, d'être assis sur son canapé, d'aller dans une église ? Enfin, à quel moment vous faites le point et comment ça se passe chez vous par la prière ? Enfin, comment ça se passe chez vous, faire le point ? Je fais le point quand je suis seul. Ça passe par la lecture et par l'écriture, c'est-à-dire par la réflexion, finalement, quoi. Mais quand on est occupé par sa famille comme ça, on a quand même du mal à réfléchir introspectivement, c'est plus difficile. Donc il me faut la solitude et le silence pour faire le point et essayer d'y voir clair dans ce qui se passe, dans ce que les hommes croient qu'il leur arrive. Croient qu'il leur arrive ? Oui. C'est une phrase de Jim Harrison aussi, cet écrivain américain que j'aime beaucoup. Ce que les hommes croient qu'il leur arrive. Et alors, qu'est-ce qu'ils croient et qu'ils ne devraient pas croire ou qu'ils croient à tort ? Ils voient ce qui leur arrive quotidiennement, mais ils se rendent bien compte, s'ils réfléchissent justement, que l'essentiel n'est pas là, que l'essentiel est ailleurs. Il est où l'essentiel pour vous ? L'essentiel, il est dans la vie spirituelle et dans la réflexion, dans l'amour des enfants, des animaux, etc., dans le contact avec le monde naturel. Parce que je crois que le plus grand drame du XXe siècle, ça a été que l'humanité a rompu ses liens avec le monde naturel. Et que dans le monde vivant et sensible, elle est passée à un monde de béton et d'indifférence où les hommes retrouvent des réflexes animaux de survie. Il y a le monde naturel et puis il y a aussi le monde dans lequel on a grandi, dans lequel on s'est développé. Et vous décrivez d'ailleurs alors je vous cite de nouveau, ce patois limousin dont usaient nos parents. Les gens vivaient entre eux sans véritable contact avec le monde extérieur. Là, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont coupés de leurs racines. Là, ils étaient complètement en autarcie. Vous éprouvez de la nostalgie pour cette époque ? Il ne faut pas. J'en éprouve, mais il ne faut pas. Parce que je sais bien que de toute façon, on ne va pas revenir en arrière et il ne faut pas. Parce que quand même ce monde-là, du début du XXe siècle, c'était quand même un monde très, très difficile, très dur. Hein. Et les enfants travaillaient à longueur de journée dans les fermes quand ils étaient placés. C'était d'énormes difficultés pour eux. La vie était vraiment difficile. Donc il ne faut pas revenir en arrière. Mais en même temps, il faudrait retrouver quand même les valeurs essentielles dont ils ont bénéficié, enfin qu'ils ont construit eux-mêmes. C'est ce à quoi je m'efforce dans mes livres, n'est-ce pas ? Alors, en même temps, même s'il y a une part de nostalgie, vous semblez quand même positiver, en tout cas vous féliciter de certaines évolutions pour donner envie à nos auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs. Je cite un autre passage. « Je mesure combien nos vies nous appartenaient peu, à quel point elles décidaient pour nous à l'époque, sans que nous puissions nous opposer à une sorte de fatalité impossible à combattre. Heureusement, il n'en est pas de même aujourd'hui et je me félicite que mes enfants et petits-enfants soient davantage maîtres de leur destin que nous ne l'étions, nous, dans ces années où manger à sa faim, ne pas avoir froid l'hiver, apprendre à écrire et à lire, satisfaisait les rêves les plus grands. » Oui, c'est vrai. C'était pour les enfants du début du siècle dernier, n'est-ce pas ? Ça a bien changé, heureusement, au cours des années... Après la guerre de 39-45, à ce moment-là, ça a beaucoup évolué. Le progrès technique a bien amélioré les choses, et puis les mentalités ont aussi évolué très, très favorablement.
Mais la vie de l'époque, moi j'ai eu des grands-parents qui ont eu une vie très 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 difficile. Hein. Ils étaient placés dans des fermes où ils ne mangeaient pas à leur faim, etc. Et donc je suis toujours allé vers eux parce que je voulais essayer de comprendre comment ils avaient finalement surmonté ces difficultés. Et ils me l'ont expliqué, et je l'ai compris. Ils les ont surmontés par le courage, tout simplement, hein, et par le silence aussi, parce que bon, il n'était pas question non plus de se plaindre à cette époque-là. Hein. C'était la vie ordinaire, quoi. On souffrait en silence. Exactement. Il est beaucoup question de rêves dans votre œuvre. Hein. Je citais à l'instant, satisfaisait les rêves les plus grands. Il en est beaucoup question dans votre œuvre, puisque 3 de vos titres portent le mot rêve. Ah bon? Oui, je vous l'apprends. Oui, je ne me souvenais plus. Si, je vous assure. Vous vous décrivez comme un rêveur, vous-même? J'essaye. En tout cas, de rêver le plus possible. Mais bon, il y a de plus en plus de mal aussi à rêver quand on est pris dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, j'essaye de m'isoler et de penser à des choses plus spirituelles que matérielles. Et j'y parviens assez bien aujourd'hui, heureusement. Donc vous isolez aussi pour écrire. Alors oui. La question, c'est pourquoi écrire et pour qui écrire? Pourquoi écrire? Parce que pour moi, ça a été l'écriture, les livres, l'écrit. C'est par les livres que m'arrive l'oxygène, si vous voulez. Donc finalement, je n'avais pas le choix. Ça n'a pas été un problème. Je ne me suis pas posé la question, si vous voulez. C'était une nécessité. Pour qui écrire? Je me suis aperçu que j'écrivais en fait j'écrivais l'histoire des familles françaises. C'est-à-dire que toutes ces familles, encore une fois, qui sont passées au cours du siècle dernier, de la paysannerie à l'université, se retrouvent dans mes livres. Et ils s'y reconnaissent, si vous voulez. Et ils se sentent non seulement reconnus, mais en même temps justifiés. Leur existence est justifiée. Et donc, ils se sentent concernés, tout simplement. Et ils sont touchés par ces livres-là, tout simplement. D'où le succès de ces livres. Quand vous écrivez avec un stylo ou à l'ordinateur, avec un clavier? J'ai longtemps écrit avec un stylo, mais maintenant j'écris avec un ordinateur parce que quand même ça fait gagner énormément de temps. Hein. Ça fait gagner 6 mois au moins. Parce que quand on écrivait au stylo, ensuite il fallait taper, puis il fallait corriger, puis il fallait retaper, etc. Tandis que là maintenant, avec les traitements de texte, tout ça est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et dans la démarche créative, ça change quelque chose? Ça a changé l'écriture. J'ai eu du mal pendant un an, parce que l'ordinateur, ce n'est pas le prolongement naturel de la pensée, contrairement au stylo. Et donc il y a une espèce de décalage au départ là, qu'il a fallu assimiler. J'ai eu quelques difficultés, ça a duré un an, mais maintenant tout va bien. Ça, je maîtrise parfaitement. En tout cas, on a plaisir à vous lire et je vais vous proposer à présent de vivre une expérience un peu atypique, un peu inédite, puisque je vais vous laisser sur ce plateau, pas complètement seul, vous allez continuer à m'entendre. C'est pas du tout une psychanalyse, ni une introspection, c'est une espèce de troisième voie. Rien ne me fait plus peur. Eh bien c'est parfait, je vais vous laisser découvrir. À tout de suite. Christian Signol, est-ce que vous êtes bien installé? Très bien, merci. Alors, on va commencer. Le principe est simple. Je vais vous proposer des mots. Vous allez me dire ce qu'ils vous inspirent. On commence avec source. J'ai écrit un livre qui s'appelait La promesse des sources et qui relatait l'histoire d'une jeune femme qui habitait en ville aussi, comme dans mon dernier livre, et qui regagnait l'Aveyron où son père venait de décéder et pour reprendre l'entreprise familiale. Et les sources, j'aime beaucoup les sources. Comme disait Rimbaud, que les oiseaux et les sources sont loin aujourd'hui. Quand on pense à source, on pense aussi à la famille. La famille peut-être comme source d'inspiration? Oui, la famille a toujours été pour moi une source d'inspiration, ou plutôt les familles. Puisque finalement, si je réfléchis bien, j'ai écrit l'histoire des familles françaises au cours du siècle dernier. Un peu à la façon de Victor Hugo, que vous citiez tout à l'heure, comme étant un écrivain qui vous a beaucoup inspiré? Oui, sans doute, bien que Victor Hugo a eu beaucoup de problèmes familiaux. Hélas, il a perdu une fille, Léopoldine. Léopoldine, c'était le drame de sa vie. Oui, le grand drame de sa vie, oui. Mais je le citais parce qu'il a écrit La légende des siècles et qui a cette volonté de laisser comme ça une grande masse derrière lui de ce que vous cherchez à faire peut-être avec votre histoire des familles françaises. Oui, mais pas avec les mêmes personnages. Lui, c'était les personnages célèbres. Moi, il s'agit de personnes, de gens ordinaires. Alors, qu'est-ce qui vous reste à vous de votre vision de l'homme? Il me reste la conviction que ça pourrait être mieux. C'est-à-dire
que l'humanité ayant rompu ses liens avec le monde naturel, encore une fois, il a évolué vers un monde de béton, d'indifférence et d'agressivité. Et il conviendrait de revenir à des modes de vie plus naturels, plus sobres et plus amicaux, plus chaleureux. Pour revenir à ce terme de source, je vous propose de vous laisser bercer, de vous laisser inspirer par ce mot, peut-être aussi par son aspect terre nourricière, cette nature à laquelle vous êtes tant attaché, à ce territoire limousin qui finalement est vos repères, là où vous avez vécu une enfance extrêmement heureuse. Oui, le Limousin, mais surtout le Quercy et le Périgord, parce que je suis né dans un petit village du Quercy, mais ma famille paternelle est originaire du Périgord, ce qui fait que je connais très bien la Dordogne, le Lot et également le Limousin, puisque j'y vis. Mais mon enfance est une enfance quercinoise et une enfance de Dordogne, où effectivement j'ai découvert le monde naturel et où je vivais dans une liberté totale, dont j'ai été privé à l'âge de 12 ans quand je suis parti pensionnaire au lycée de Brive, et ça a été pour moi une grande blessure. Quand on parle de source, on pense aussi à la rivière qui coule en Dordogne précisément, la rivière Espérance. Cette rivière, elle a changé beaucoup de choses pour vous, puisqu'elle a donné lieu à une adaptation en télévision par José Dayan. C'est ce qui m'a permis, ce projet m'a permis d'arrêter le travail que j'avais à la mairie de Brive pour vivre de mes livres, parce que ça a été un feuilleton réalisé par José Dayan en 1995, mais ça a été 9 fois 1h40, c'est-à-dire c'est encore aujourd'hui le plus grand feuilleton français jamais réalisé. Et ça a eu effectivement un écho important, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier, puisqu'il a été vendu à 20 pays étrangers. Donc j'ai compris à ce moment-là que je pouvais arrêter mon travail alimentaire, entre guillemets, pour essayer de vivre de mes livres. Et c'était au début des années 90, enfin au milieu des années 90. Vous avez parlé tout à l'heure, quand vous évoquiez cette terre nourricière, cette nature, encore une fois, à laquelle vous êtes très attaché, vous avez parlé de liberté. Oui. Je parlais de liberté parce que c'est un lieu où on peut vivre ce que l'on a envie de vivre, au lieu de subir ailleurs, dans des travaux souvent incontournables, un mode de vie qui ne convient pas. Alors je sais bien qu'il est difficile de le trouver à 20 ans ou à 30 ans, mais il me semble que vers 40, 50 ans, on peut évoluer vers ce monde, un monde plus libre, en tout cas qui rend plus heureux. La source, qu'est-ce que ça vous évoque encore ? La source, ça évoque aussi la source de la vie, c'est-à-dire pour moi, mes parents en premier lieu, et le village, la maison où je suis né, qui est une petite maison, comme il y en avait à l'époque, c'est-à-dire il n'y avait aucun confort. C'était une maison sans chauffage, avec un seul poêle. Alors on avait dans les chambres des bouillottes ou des choses comme ça, ou des édredons de plumes qui permettaient d'avoir chaud. Mais c'était vraiment la source de la vie où j'ai été très, très, très heureux, parce que je vivais près de mes parents, mais aussi près de mes grands-parents qui vivaient très proches, là, et qui étaient des gens très généreux, très, très chaleureux. J'ai vécu très heureux jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce que je parte en pension. Et un ami psychiatre m'a expliqué qu'en réalité, si je m'étais mis à écrire, c'est parce que j'avais été privé de ce monde-là, et que l'écriture avait été un moyen pour moi de me le réapproprier. Ce que je crois vrai. Une source, quelque part, c'est aussi le monde intérieur, celui où l'on puise. Oui. C'est vrai, mais pour ça, il faut encore une fois être dans des capacités de l'éprouver. C'est-à-dire, il faut être seul, il faut avoir le temps de s'arrêter, de se poser, de réfléchir. Et c'est aussi la manière de comprendre de quoi on est fait, pourquoi on vit, enfin d'essayer de comprendre en tout cas pourquoi on vit et pourquoi il faut un jour mourir, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est le destin de l'humanité et c'est pas toujours facile à comprendre et à résoudre. Vous parlez de mourir, c'est plutôt la fin. Quand on parle de source, on pense aussi à l'origine, au début. Parce que je pense que les enfants sont plus près de la mort que les vieillards. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît, il était près de là, il était mort, il n'existait pas. Donc il est beaucoup plus près, il sort de cette mort pour entrer dans la vie, alors qu'un vieillard, la plupart du temps, il va doucement vers la mort, il en est plus loin, plus éloigné.
On passe à un autre mot, si je vous dis contradiction. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Les contradictions, actuellement, dans le monde contemporain, c'est justement d'être obligé de vivre une vie dont on ne veut pas. J'ai connu ça, moi, quand je travaillais dans une administration, j'étais pas heureux du tout, hein, mais les contradictions, c'est ça. On est obligé de vivre une vie dont on ne veut pas. Et ce qui ne rend pas heureux, effectivement. Mais la contradiction essentielle, pour moi, c'est celle-là. Alors, quand on parle de contradictions, il y a les contradictions extérieures et puis les contradictions intérieures aussi. Oui, mais les contradictions intérieures, on peut s'en accommoder, ou du moins, oui, essayer de s'en accommoder. C'est pas toujours facile, mais on peut en tout cas essayer. C'est ce que je me suis efforcé de faire pendant une grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Et les contradictions extérieures ? Alors les contradictions extérieures, ce sont celles de la vie extérieure, c'est-à-dire celles qui vous agressent, qui vous touchent alors que vous ne les souhaitez pas. Et il y en a énormément dans le monde contemporain, n'est-ce pas ? Et puis aujourd'hui encore plus, hein, avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, des choses qu'on ne maîtrise pas du tout et qui la plupart du temps ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on pense, ou ce qu'on voudrait vivre, ou ce qu'on voudrait entendre. Contradiction extérieure, pour moi, c'est ça, avant tout. Pas en accord avec ce qu'on pense. Dites-moi en plus. Eh bien, encore une fois, on est obligé, souvent, j'ai été obligé, beaucoup de gens sont obligés, d'obéir à des instructions de supérieurs hiérarchiques qui ne leur conviennent pas et qu'ils n'approuvent pas. Et souvent, ils sont obligés, ils sont contraints d'appliquer ces instructions alors qu'ils savent pertinemment qu'il ne faudrait pas. Et moralement, c'est très, très difficile à vivre, ce qui rend souvent les gens dépressifs ou malades, ou ce qu'on appelle aujourd'hui victimes de burn-out, des choses comme ça. Vous me parliez d'obligation, vous, à l'époque, quand c'était votre cas, que vous aviez cette obligation, comme vous dites, pour reprendre vos mots, de nourrir une famille de 6 personnes avec vous-même. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Très mal. Très très mal, mais je m'efforçais quand même d'aller travailler tous les matins parce que je savais que c'était indispensable pour mes enfants, c'est-à-dire c'était un travail alimentaire. Mais très mal, mais je savais quand même dans un coin de ma tête, heureusement, que l'essentiel n'était pas là, que l'essentiel c'était l'écriture, les livres, et qu'un jour sans doute, je parviendrai à ce but que je m'étais fixé très jeune. Et j'y suis parvenu, mais avec beaucoup de difficultés. Vous aviez la foi ? La foi en quoi ? D'abord en ce qui allait se passer de bien pour vous ? Oui, je pensais que j'y arriverais. Parce que j'avais des exemples sous les yeux. À l'époque, je lisais des gens comme Bernard Clavel, Robert Sabatier, Michel Ragon, Gilbert Cesbron, oui, des gens qui écrivaient pour tout le monde, non pas pour une élite parisienne, entre guillemets, non, mais des gens qui écrivaient pour tout le monde, ce que je me suis efforcé de faire. Et je savais que si je traitais ce genre de sujet avec ce genre de personnage, c'est-à-dire l'humanité ordinaire finalement, je savais que j'étais à peu près persuadé que j'y parviendrais. Ça a été très difficile parce que pendant 10 ans, j'ai eu des manuscrits refoulés par les maisons d'édition. Mais je me souviens que chaque fois que je recevais un manuscrit refoulé par une maison, je me remettais à écrire le jour même. Donc oui, il y avait quand même une foi en l'avenir, heureusement et heureusement. Une foi en l'avenir, une résilience. Vous avez écrit quelque part que vous aviez le sentiment d'être un privilégié. Aujourd'hui, que le dénouement a été clairement heureux, est-ce que vous avez encore des contradictions intérieures ? Non, je n'en ai plus. Heureusement. Heureusement parce que j'ai l'âge de ne plus en avoir. Mais c'est vrai que c'est une chance. Parce que pouvoir mener la vie qu'on aime avec une passion, avec une famille, et tout ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui me rend heureux chaque jour quand même. Vous parliez tout à l'heure de foi en l'avenir, ce qui allait arriver de positif pour vous et pour vos proches. Et la foi en Dieu ? Je crois qu'il existe quelque chose, une espèce d'intelligence, d'esprit supérieur, mais j'ai plus d'espérance que de foi en réalité. Je voudrais bien, j'envie les gens qui croient, qui ont une foi en Dieu très ferme et tout ça. Moi, c'est pas tout à fait le cas, mais quand même, je
pense qu'il y a une intelligence supérieure qui nous habite. Et que je crois aussi que le but de la vie, encore une fois, c'est de faire grandir l'esprit, d'une manière générale, dans le monde entier. La foi a façonné ce pays, ces familles. Oui, parce que la religion, à l'époque, était quand même très, très, très importante, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je me souviens que dans le village où je suis né, les femmes notamment étaient, je dirais presque pas sous l'emprise, mais étaient très proches des prêtres, des curés de campagne, de village. Et donc nous, les enfants, évidemment, on suivait les instructions de nos mères, de notre mère. Et donc il y avait beaucoup de messes, de catéchisme, et même de vêpres à ce moment-là. Heureusement, le curé de chez nous avait eu l'intelligence, si je puis dire, le bon sens, d'acheter un ballon de football avant le catéchisme, quand même, ce qui facilitait nos venues vers l'église à ce moment-là. Mais c'était très, très, très contraignant, beaucoup trop à l'époque. Je ne l'ai pas très, très bien vécu. Alors que ça aurait pu se vivre très très bien, au contraire, d'une manière un peu paisible, etc. Mais non, j'ai très mal vécu parce que c'était trop contraignant. Et par rapport à cette question de la transmission qui vous est si chère, vous l'avez vécu comme quelque chose de contraignant, c'est le fait d'aller à l'église. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez transmis malgré tout à vos enfants, peut-être en essayant de faire autrement, de façon moins contraignante ? Ah oui, bien sûr. Mes enfants ont été, de ce point de vue-là, ont été beaucoup plus libres que nous l'étions à l'époque. C'est-à-dire, moi j'étais jeune avant 1968, qui a changé beaucoup de choses. Non, mes enfants ont vécu dans une grande liberté intellectuelle, et familiale d'ailleurs, et ils s'en trouvent bien aujourd'hui. Mais mes enfants ne sont pas des enfants de la campagne. Mes enfants sont nés en ville et ils travaillent en ville, comme des milliers de jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas quitté ce monde rural-là par plaisir, ils l'ont quitté tout simplement pour des raisons professionnelles, parce que le travail se trouve aujourd'hui dans les grandes métropoles et non plus dans les villages ou les bourgs ou les petites villes. Je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur la question de l'absence de contradiction, en citant peut-être saint Paul, qui, dans sa lettre aux Romains, écrit « Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas ». J'ai peu de mal à comprendre cette maxime. Moi, je fais le bien que je veux faire, et je ne fais pas le mal que je ne veux pas faire. En tout cas, je m'efforce de vivre de la manière la plus honnête possible et la plus chaleureuse possible. Le mal ça fait pas partie de mon univers quotidien. Puisqu'on parle de faire le bien, je vous amène vers une autre notion, celle de guérison. On guérit quand on guérit d'un mal intérieur ou physiologique, mais je parlerai plutôt du mal intérieur, encore une fois, du malheur de ne pas pouvoir mener la vie qu'on voudrait mener. Voilà. Mais moi, je suis persuadé quand même, enfin il me semble, qu'avec beaucoup de travail, c'est ce que je dis dans les lycées ou les collèges, je dis toujours aux enfants, avant de les quitter, dites-vous bien une chose, si dans la vie vous avez une passion, et si vous travaillez énormément, et si vous croyez vraiment à ce que vous faites, dites-vous bien que de toute façon, un jour, vous réussirez. Et je ne m'en vais jamais d'un lycée ou d'un collège devant des enfants sans leur dire ça. Et je sens quand même que ça les touche, parce qu'ensuite, j'ai des rapports des professeurs qui souvent me disent « Heureusement que vous leur tenez ce genre de langage positif, de courage et de vaillance, etc., et d'espoir dans l'avenir, parce que la vie pour eux, aujourd'hui, effectivement, est difficile. » On sent que vous avez atteint une certaine sagesse au travers, peut-être après avoir vécu plusieurs souffrances. D'ailleurs, vous cherchez à transmettre cette sagesse de par ces interventions dans les lycées. De quoi avez-vous été guéri et comment avez-vous guéri ? J'ai été guéri de cette nostalgie de l'enfance qui m'était trop prégnante, trop envahissante. J'en ai été guéri par l'écriture. Je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai pas oublié, mais je l'utilise moins aujourd'hui. Sinon, je l'utilise comme un support
pour essayer de bondir, de marcher vers un avenir un peu plus serein et pas du tout passéiste. Je crois au progrès finalement, mais encore une fois, comme disait Renan, de toute façon, les vrais hommes d'avenir sont ceux qui ont un respect profond du passé. J'en suis un peu là aujourd'hui. Y a-t-il des blessures dont on guérit et des blessures dont on ne guérit pas ? Oui, sans doute, mais moi j'ai guéri de toutes mes blessures. J'ai eu cette chance-là. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. C'était pas des blessures très très graves, hein. Mais c'était quand même des blessures dont j'ai souffert, notamment cet arrachement à ce monde-là, quand je suis parti pensionnaire pendant 7 ans. 7 ans de prison quand même, parce que c'était des lycées d'avant 68. Hein. Et donc c'était quand même quasiment la prison, hein. C'était très, très difficile. Mais j'en suis guéri quand j'en suis sorti. Quand je suis arrivé en faculté à Limoges, université et tout ça, j'étais tellement guéri en quelque temps que j'ai fait n'importe quoi. J'étais fou de liberté, j'allais au cinéma, je lisais, je me promenais, mais je travaillais peu. Et pour cette raison, j'ai eu quelques difficultés à passer les certificats de licence. Mais bon, je me suis mis au travail quand même. Mais j'étais fou de liberté à ce moment-là. Mais j'ai guéri donc de cette déchirure à ce moment-là. Quand vous parlez de vos différentes blessures, cet arrachement à votre famille à l'âge de 11 ans, la blessure d'avoir fait quelque chose que vous n'aimiez pas les premières années de votre vie professionnelle, la blessure de ne pas avoir été édité tout de suite et d'avoir dû renvoyer tous vos manuscrits, on a le sentiment que vous avez complètement guéri de tout ça. Il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de cicatrices ? Non, il n'y a aucune séquelle, aucune cicatrice. Parce que j'ai quand même le privilège, c'est un miracle de pouvoir vivre de ces livres depuis 35 ans. Il y a peu d'écrivains, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être ça se compte sur les doigts de la main, des écrivains en France qui vivent de leurs livres depuis 10 ans, 20 ans, mais depuis 35 ans comme moi, il y en avait. Il n'y en a plus. Bernard Clavel est mort, Sabatier aussi, je n'en connais pas. Même Amélie Nothomb, ça a été un peu plus tard, 4-5 ans après, mon ami Bernard Werber aussi, vous voyez, donc ça fait 35 ans, et c'est un miracle. Je le vis comme un miracle, donc je le vis de façon très heureuse. Vous avez éprouvé de la gratitude par rapport à cette chance ? Énormément de gratitude, mais justifiée quand même par énormément de travail. C'est-à-dire que moi, je travaillais la journée et j'écrivais la nuit. Hein. Bon, et le dimanche, je faisais autre chose pour gagner un peu d'argent. Donc, ça a été quand même un long chemin, très difficile. Mais je crois qu'il faut passer par là pour finalement arriver à ce qu'on souhaite vraiment. Envers qui éprouvez-vous de la gratitude ? Envers ceux qui m'ont élevé. Parce qu'ils m'ont élevé, encore une fois, dans une générosité, et puis dans une chaleur humaine extraordinaire. C'était des gens simples, mais c'était des gens bons. Des gens courageux, des gens fiables, des gens... Chez nous, on ne parlait jamais d'argent, par exemple. Jamais. J'ai jamais entendu mes parents parler d'argent, ni mes grands-parents, tout ça. C'était la vie quotidienne... difficile, mais ils travaillaient, et ils étaient contents, après la guerre, de pouvoir vivre, manger à leur faim, de pouvoir... Donc c'était des gens sans aucune méchanceté, sans aucun vice, si vous voulez. C'est pour ça que la vie, ensuite, quand je suis sorti de ce monde-là, a été très difficile, notamment au lycée. Mais ma gratitude va vers eux, quoi, avant tout. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir su véhiculer cette même chaleur, cette même bonté vis-à-vis de vos propres enfants, et quel a été le secret pour cela ? Vis-à-vis de mes propres enfants, oui. Le secret, il n'y en a pas. Le secret, c'est de les traiter comme des gens responsables, intelligents, et de leur apprendre le travail et le courage. Et ça suffit. Mais j'ai surtout transmis aussi, j'ai aussi voulu transmettre ces valeurs par les livres. Hein. J'ai créé des personnages très qui leur ressemblent un peu à mes parents, à mes grands-parents. Ce qui fait que même dans mes personnages imaginaires, il y a des gens, même des pays étrangers, qui viennent sur les lieux pour essayer de retrouver les tombes. Notamment dans un village du Quercy, j'ai reçu récemment le livre d'une Allemande
qui a retracé le trajet qu'elle avait fait pour retrouver justement les traces du personnage principal qui s'appelait Marie. Vous voyez, et puis même des gens qui viennent de Belgique d'ailleurs, qui cherchent ces personnages qui en réalité n'existent pas. Et c'est ça le miracle de l'écriture, c'est de pouvoir créer de la vie à travers que rien finalement. Comme disait je ne sais plus qui, quand j'écris, je crois en Dieu. Ça veut dire que quand on est capable de créer la vie, tout simplement. C'est votre cas à vous ? Je l'espère. Je le crois. Puisqu'on parlait de guérison, on sent chez vous une forte résilience. La résilience, finalement, c'est un hymne au bonheur, un hymne à la vie ? Oui, je pense, oui. C'est un hymne au bonheur. Il faut essayer dans sa vie d'être le plus heureux possible. Je conçois que pour certaines catégories de la population, c'est difficile. Mais c'est difficile. Mais vous savez, moi, quand j'étais en faculté, par exemple, j'avais une chambre sous les toits, mais j'avais pas de toilette, pas de chauffage, pas de salle de bain. Je mangeais du fromage avec un morceau de pain. Je suis pas mort. Hein. Je veux dire qu'il faut passer par là. Il faut être courageux dans la vie. Il faut essayer de se battre pour arriver au but qu'on s'est fixé. Et moi, j'ai vécu cette vie difficile, mais en même temps, à la réflexion, avec le recul, elle ne m'a pas coûté. Je l'ai vécu normalement, naturellement, et je ne la regrette pas. En parlant de regrets, puisque vous venez me dire je ne la regrette pas, est-ce que vous avez des remords ou des regrets ? Aucun. Ni remords, ni regrets. Vous avez dit un jour, je suis un écrivain de la consolation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, j'essaye encore une fois d'apporter aux gens ce qui leur manque, c'est-à-dire la chaleur humaine, tout simplement, hein, et puis un peu d'espoir en l'avenir. Et ça suffit pour toucher des milliers et des millions de lecteurs, puisque je crois bien avoir vendu 15 millions de livres depuis que j'écris, depuis avec 40 livres. Et la fidélité de ce lectorat-là, depuis si longtemps, prouve quand même que ces livres leur apportent quelque chose. Et ce que ces livres leur apportent, c'est ça. C'est-à-dire un peu d'espoir, de choses positives, oui, l'espoir en l'avenir, et puis surtout la chaleur humaine, la bonté des personnages et leur courage souvent. Vous me parlez de bonté, alors je vais enchaîner avec un tout dernier mot qui est sainteté. Alors là, la sainteté, comment vous dire ? Je l'ai connue à travers quelques personnes de rencontre, très rares, très très rares. C'est surtout des femmes âgées, souvent, qui avaient mené encore une fois ce genre de vie et qui en étaient sorties indemnes et plus fortes que quand elles sont nées dans leur enfance et leur adolescence. J'en ai connu quelques-unes, pas d'hommes, hein, mais des femmes d'un certain âge, notamment dans le personnage dont je vous parlais tout à l'heure et que des lecteurs étrangers, français étrangers, cherchent les traces dans le village et dans le cimetière où elle est censée être morte, être enterrée. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre histoire avec cette personne dont vous parlez, cette sainte, comme vous la décrivez ? Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Marie des Brebis. À l'époque, c'était chez Segers. Ça date de très longtemps, en 1989, mais cette personne que les gens cherchent. Depuis l'étranger, ils viennent la chercher. Alors évidemment, ça pose quelques problèmes parce qu'ils vont à la mairie, ils demandent au maire qui c'était, et comme j'ai déguisé un peu les lieux et les personnages pour protéger sa famille, ils ne la trouvent pas. Et donc, ils m'écrivent, et ils vont à la mairie, mais ils ne la trouvent pas. Et ils ne la trouveront pas parce que j'ai fait en sorte de la protéger, et surtout de protéger sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Ce que vous évoquez me fait penser à la fois à Giono, que vous évoquiez tout à l'heure, à sa réflexion sur la sainteté laïque, quelque part. Et le pape François lui-même a écrit sur la sainteté du quotidien. Est-ce que vous le saviez ? Non. Mais la sainteté du quotidien, c'est de vivre en accord avec ses pensées, probablement, et avec les gens qui nous entourent, je suppose, je pense. Il y a, selon vous, une sainteté du quotidien, une sainteté héroïque ? Une sainteté héroïque, non,
Mais une sainteté du quotidien, oui. Mais je ne vois pas comment elle pourrait être héroïque. Le propre de la sainteté, c'est peut-être pas d'être héroïque, hein, c'est d'être, normale, quotidienne, évidente, simple. Je pense, il me semble. Vous êtes un écrivain de terroir, donc vous connaissez la place des saints qui ont fait la France. Quels sont ceux que vous préférez ? Je ne me suis pas penché sur cette question vraiment. Mais à propos du terme écrivain de terroir, je voudrais dire une chose, c'est qu'un écrivain de terroir, moi je dirais plutôt un écrivain du monde naturel, c'est-à-dire du monde vivant, quoi, du monde sensible. Et en général, l'appellation écrivain de terroir ou régionaliste a toujours été à Paris considérée comme réductrice, si vous voulez. Or, c'est quand même un écrivain de terroir, comme vous dites, qui est traduit dans 15 langues, ce qui fait quand même une grande région. Et ce qui prouve aussi que, comme disait Giono également, c'est en restant chez soi qu'on devient universel. Dans ce monde naturel que vous décrivez, dans ce monde sensible, il y a aussi le mal. Oui, mais je l'ai toujours repoussé loin de moi. Oui, et par réflexe, c'est pas un réflexe, c'est par éducation, je dirais. Je l'ai pas vécu. Moi, les gens, les gens tordus, les gens, tout ça, je les ai pas connus. Et aujourd'hui, je les connais pas non plus parce que je les fuis. Donc, ça n'a jamais été un problème pour moi. Le problème du mal, je sais qu'il existe, je le vois, je le constate, tout ça. Mais personnellement, je ne l'ai pas subi. Jamais. Et le mal, en chacun d'entre nous, en vous ? Non plus, j'ai pas cette conscience-là du mal que je pourrais faire, ou en tout cas si ça m'arrive, ou si ça m'est arrivé, c'est bien indépendamment de ma volonté. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est important de, quelque part, vous qui êtes romancier, de vivre sa vie comme un roman ? Oui. C'est très important parce que ça permet de mettre en exergue ou de développer des valeurs qu'on ne peut pas faire dans la vie quotidienne. Il y a quelqu'un qui a écrit « J'écris à partir de cette part de moi-même qui me serait inaccessible sans l'écriture ». Ben, c'est exactement ça. Moi, l'écriture me permet d'aller chercher très loin dans ma mémoire, dans ma réflexion, dans des éléments qui me seraient inaccessibles sans elle. Ça permet de rester optimiste, finalement ? Oui, d'essayer, du moins de rester optimiste, oui. J'essaye, oui, sans doute. Quelle est la dernière fois que vous avez été surpris parce que vous avez remonté de ces profondeurs ? Vous savez, les profondeurs... Je peux vous faire un aveu, c'est que mon épouse et moi, on a adopté une enfant qu'on allait chercher dans un mouroir en Roumanie. Je peux vous dire qu'on a mesuré les profondeurs à ce moment-là, hein, du malheur et tout ça. Mais bon, ça aussi, ça a été une aventure difficile à surmonter, mais dont nous sommes très heureux aujourd'hui, malgré les difficultés et les séquelles que présente encore cet enfant aujourd'hui. Dans cette démarche altruiste, généreuse, vous avez justement éprouvé quelque chose de l'ordre de la sainteté, cette fameuse sainteté du quotidien ? Sans doute, mais bon, je ne l'ai pas vécu comme ça. On s'est dit à l'époque que, les livres marchaient très bien, on n'avait jamais eu d'argent, et on gagnait de l'argent, et que donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, quoi, pour essayer de sauver au moins un enfant du désastre. On se retrouve dans quelques secondes sur le plateau. Merci beaucoup, Christian Signol. Je vous en prie. Christian Signol, d'abord, merci. Merci de vous être livré sur votre carrière, votre œuvre, vos blessures, vos réflexions, votre profondeur. J'avais envie de vous demander ce que vous avez envie de partager après cette expérience. Partager avec les auditeurs, avec les... Oui, absolument. J'ai envie de partager l'idée que finalement, dans ce monde si difficile à vivre et tout ça, il y a toujours quand même une lueur d'espoir qui subsiste,
qu'il faut essayer de la chercher. Malheureusement, un peu dans le ciel ou ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, on sait bien que la ville a tué le ciel, comme l'a écrit je ne sais plus qui. C'est-à-dire qu'on a du mal à lever la tête vers le ciel, vers les étoiles, qui nous donneraient pourtant notre vraie dimension, n'est-ce pas ? Ce qui ressort en vous écoutant, c'est justement, on a parlé tout à l'heure de résilience, en tout cas cette volonté farouche, cette ténacité, cette persévérance, ce courage. Vous avez dit le terme vous-même. Alors, vous l'avez, vous avez la chance de l'avoir. Vous me disiez tout à l'heure que vous aimeriez avoir la chance d'avoir la foi. En tout cas, vous avez la chance d'avoir le courage et cette volonté. Oui. Ça, de toute évidence, vous l'avez. Toutefois, tout le monde ne l'a pas, cette chance. Ces gens-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? La seule chose qu'on puisse leur dire, c'est que quoi qu'il arrive, il faut persévérer, il faut se relever. On se relève difficilement, quelquefois, surtout quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas d'instruction et tout ça. Mais je crois quand même, malgré tout, qu'il y a possibilité, en travaillant beaucoup quand même, c'est ce que je dis dans les lycées et collèges, possibilité de faire quelque chose de sa vie. Et par exemple, apprendre un métier manuel aujourd'hui, c'est d'évaluer, alors que je connais quand même des jeunes qui apprennent des métiers manuels et qui ensuite peuvent devenir chefs d'entreprise. Enfin, je veux dire, petit artisan, chef d'entreprise. Ouais, or, ce sont des métiers manuels qui s'apprennent, qui peuvent s'apprendre chez n'importe quel patron, petit patron en tout cas, tout simplement par l'apprentissage. Et voilà ce que j'ai envie de dire aux jeunes d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être dans les grandes écoles, tout ça, mais on peut très bien faire quelque chose de sa vie par les métiers manuels, par exemple. Alors il y a le travail, effectivement, qu'il soit manuel ou intellectuel, mais il y a aussi le travail sur soi-même. Et dans La paix des saisons, vous décrivez ce personnage, effectivement, qui est malade, qui a traversé une épreuve effectivement très difficile, une épreuve de vie comme beaucoup de gens, hélas, en traversent, et qui, comme ça a été votre propre histoire à vous, tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va changer le cap. Mais ça, c'est aussi un travail sur soi, au-delà du travail intellectual ou manuel, d'études ou autre. Oui, mais c'est vrai, mais le travail sur soi, on l'effectue, on le pratique tous les jours. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être pas tout le monde. Là-dedans, qui serait extraordinaire ou exceptionnel. Non, c'est un travail qui peut être quotidien. Et ça, il me paraît de toute façon naturel et scientifique. Tout le monde peut effectuer ce genre de travail-là, à mon avis. Vous semblez aujourd'hui heureux, apaisé. Pacifié, apaisé, oui. Voilà, c'est le terme que j'utilisais. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir pour vous-même et aussi, qu'est-ce que vous souhaitez pour le monde au sens plus large ? J'espère que le monde reviendra à plus de sobriété heureuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Que l'engrenage, le productivisme, des choses comme ça, un jour peut-être disparaîtra par la nécessité également de préserver la planète. Et pour donc vous-même ? Peut-être pour moi-même, je n'espère plus rien. Sinon, pouvoir continuer à écrire pour des lecteurs que je respecte et qui m'aiment, c'est-à-dire qui m'envoient un écho qui me fait du bien finalement, qui me fait plaisir. Mais j'ai conscience quand même que depuis 40 ans, 40 livres et tout ça, tout ce qui s'est passé tient du miracle. Il a fallu que je rencontre un lectorat qui se sente concerné par mes livres et par les valeurs qu'ils véhiculent. Mais ça demeure quand même un vrai miracle, parce qu'il y a peu d'exemples de ce genre. Et donc j'en suis très reconnaissant au destin et à Dieu, sans doute. Vous nous avez parlé de votre enfance heureuse, enfin oui. Du moins jusqu'à 11 ans, parce qu'on a bien suivi cet épisode un peu traumatisant, vous avez été arraché littéralement. Oui, je pense que c'est un traumatisme. Que reste-t-il aujourd'hui de l'enfant que vous étiez à l'époque ? Il en reste la faculté de vivre et d'accaparer justement de la perception du monde extérieur, du monde naturel, qu'on n'a plus quand on vit en ville. Et moi, j'ai gardé cette faculté-là. C'est-à-dire que moi, je vis beaucoup dans les rivières, je vais à la pêche avec des waders, je suis dans l'eau, je vais dans les forêts, je suis quelqu'un qui... C'est pour ça que j'aime beaucoup les écrivains américains comme Jim Harrison, tout ça, des gens ce qu'on appelle aujourd'hui le nature writing. J'ai gardé cette faculté. Parce qu'elle m'est indispensable, parce que ça a été ma vie de l'époque. C'est quoi le moteur quand vous vous levez le matin ?
J'ai lu quelque temps la phrase d'un écrivain qui a dit le bonheur, c'est de savoir que ceux qu'on aime sont heureux. Donc c'est un peu ça, le matin. Hein. C'est la seule chose qui me fait lever, qui me met au travail. Mais c'est plus un travail maintenant. C'est au contraire, c'est presque un aboutissement, un plaisir d'écrire. Mais j'ai longtemps écrit pour mes enfants et ma famille, pour qu'ils soient heureux, finalement. Et que les gens que j'aime soient heureux. Voilà. Vous qui êtes si proche de la nature, si vous étiez une plante, un arbre, une fleur, vous seriez quoi? Je serais un chêne si j'étais un arbre. Pourquoi un chêne? Parce qu'un chêne, c'est un arbre, un des arbres les plus vigoureux qui peuvent vivre plus de 1000 ans. Et tout ça. Et j'en connais beaucoup de chênes. Vous savez, dans la région, là-bas, dans le Quercy ou dans le Périgord, il y a des chênes, beaucoup. Et j'ai même des chênes chez moi, dans la maison que j'ai dans la campagne quercinoise. C'est un chêne énorme et tout ça, et à qui je parle beaucoup, et qui me répond, me dit, me raconte ce qu'il a vu, ce qu'il faudrait faire, aujourd'hui. Vous citiez le chêne comme un arbre qui vous séduit de par sa longévité, plus de 1000 ans. Il y a chez vous cette aspiration à vivre, alors peut-être pas 1000 ans, parce que c'est pas encore à l'ordre du jour, on verra avec les progrès de la science, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, mais en tout cas cette aspiration à vivre longtemps, le plus longtemps possible. Non, pas vraiment. Je crois qu'il faut que ça cesse. Je crois qu'à un moment donné, notre mission qui était de faire croître le plus possible l'esprit, du moins l'esprit qui était en soi, arrive à saturation et qui ne peut plus croître. Qu'à ce moment-là, il faut disparaître, tout simplement. Je rebondis sur ce thème de mission. Quelle est votre mission à vous? En tout cas, le sentiment, l'idée que vous en avez? Ma mission, ça a été d'aider les gens en difficulté et de leur apporter de l'espoir. Voilà, c'est ce qu'ils me disent dans le courrier que je reçois tous les jours, c'est ce qu'ils me disent. J'écris des livres qui leur font du bien. Voilà. Je ne peux pas écrire des livres qui feraient sur le mal absolu, sur l'agressivité. Non, j'écris des livres qui font du bien aux gens. C'était ça la mission. Votre épouse vous aide beaucoup, si j'ai bien compris, dans ce travail de réponse, parce que ça doit être un travail gigantesque de répondre tous les jours. Je ne sais pas si vous leur répondez d'ailleurs systématiquement. Depuis toujours, je réponds toujours. Mais en même temps, c'est un peu difficile quelquefois, parce que quand on crée des liens, on ne peut plus les arracher, les dissoudre, si vous voulez. Et souvent, ça devient un peu envahissant. Mais bon, ce sont quand même des choses qu'il faut faire, quoi, surtout avec des gens qui en ont besoin. Quelle est la dernière fois que vous avez ri? Vous m'avez posé cette question. Et la dernière fois que vous avez pleuré? C'est moins drôle. Je pleure plus facilement, plus aujourd'hui. J'ai pleuré beaucoup quand j'étais en pension, hein. Même c'était même tragique. Mais depuis, la seule chose qui peut me faire pleurer, ce sont des malheurs qui arrivent à un de mes enfants. Mais c'est tout. Pour le reste, j'ai fait le point, j'ai fait le tour, hélas. Une dernière question à vous poser. Quand je suis partie tout à l'heure de l'autre côté, vous m'avez dit, même pas peur, je n'ai plus peur de rien. Je voulais vous demander s'il y a encore des choses qui vous font peur. Et qu'est-ce qui vous fait encore peur aujourd'hui? Ce qui me fait peur, c'est la maladie de mes enfants. Mais la mienne, moi, non. Elle ne me fait pas peur, parce que je sais que ça va s'arrêter un jour. Mais la maladie de mes proches, oui. Ça me fait peur. C'est la seule chose qui me fait peur aujourd'hui. Rien d'autre. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Christian Signol. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Je rappelle votre livre, Même les arbres s'en souviennent, aux éditions Albin Michel. Et je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site kteotv.com. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.